Bienvenue sur Z. Bon, je sais, on est en plein confinement, du coup c'est pas facile de voir des gens ou de faire des interviews. Mais, malgré le virus, j'ai réussi à trouver un esprit critique qui a su traverser toute la France pour venir me voir. Faut dire que lui, il est immunisé contre le Covid. Alors, mesdames et messieurs, voici en plein confinement, dans le studio de Z-Up, le plus rond, le plus mignon et le plus amusant des zététiciens. J'ai nommé EBBH. Alors mon cher, la première question, c'est la question de la maison, alors tu vas pas y couper. L'esprit critique, pour toi, qu'est-ce que c'est? Ouais, d'accord. Attends, chou, de suite. Waouh. Alors, l'esprit critique, qu'est-ce que c'est? C'est une vaste question parce qu'en fait, n'importe qui peut dire qu'il a un esprit critique. Et on retrouve ça en permanence. Nous, lorsque l'on analyse une situation ou une étude ou quelque chose. Enfin, faire preuve en tout cas, exclure autant que faire se peut ce qui fait de nous une perception subjective afin de se concentrer au maximum sur ce qui est objectif pour tous les êtres humains. Non mais sérieux, tu copies exactement ce qu'a dit Clément Fraisse dans son interview la dernière fois. Ah non, c'est lui qui a copié sur moi. Bah non, il a dit avant. Eh bah ça, c'est parce qu'il est mentaliste. Eh. C'est pas faux. Bon, blague à part, il a raison, l'esprit critique, c'est difficile à définir précisément. C'est un nuage de qualité de l'esprit, une sorte de grosse boîte à outils qu'il vaut mieux avoir sous la main, mais qu'il faut aussi apprendre à utiliser très judicieusement. Si je devais absolument en donner une courte et mauvaise définition, je dirais que ça revient surtout à savoir penser contre soi-même. En tout cas, c'est la partie qui est la plus difficile, ça c'est sûr. Dis-moi, si tu pouvais remonter dans le temps, qu'est-ce que tu dirais à l'esquisse que tu étais? Et voilà, deuxième question, et paf, un piège. Non mais, hey, je connais le truc moi. Je parle à mon moi enfant dans le passé, je l'influence, et bim, ça change l'avenir du passé, et hop, du coup, EBBH n'existe plus. Merci, hein. Non, c'est beaucoup trop risqué. Donc tu comptes pas sur moi pour aller dire à mon moi enfant que il devrait toujours se demander si ce qu'on lui dit est vraiment vrai, et puis qu'il faut regarder de près les éléments qui lui permettent d'en décider. Parce que, bon, il a un peu trop tendance à tout gober, il n'imagine pas que les gens peuvent mentir, déjà, mais surtout, il n'imagine pas que les gens ils peuvent se tromper. Puis ensuite, je lui expliquerai qu'on peut tout à fait tenir certaines choses pour ni vraies ni fausses. Et puis simplement se dire, par exemple, ça, moi, j'y crois aux 3/4 environ, et pour le moment. Voilà. On va parler fake news. Certaines fausses informations semblent tellement grossières, mais il y a toujours des gens qui comprennent pas qu'il faut pas les relayer. D'après toi, pourquoi il faut leur faire un dessin? Relayer, c'est partager. Et partager, ça fait gagner des points vis-à-vis des autres. C'est ce qu'on appelle le capital social. Et tu en gagnes encore plus si, par exemple, tu prétends les avertir d'un danger. Ou parfois, et on l'a vu assez récemment, c'est même l'inverse. Tu vas gagner du crédit en partageant des fausses informations qui visent à rassurer. En fait, on aime recevoir des signaux importants qu'on pourra nous-mêmes transmettre et gagner à notre tour du capital social. C'est comme ça qu'un contenu devient viral. Vrai, faux, souvent en fait, peu importe. Trop souvent. Mais la plupart des gens ne sauront même jamais que ce qu'ils ont partagé était totalement faux. Et puis ils se disent, après tout, lancer une fausse alerte, ça vaut mieux que d'oublier d'en lancer une vraie, non? Non. C'est un jeu auquel on perd tous, collectivement, sur Internet, parce qu'on est plongé dans un brouillard de signaux qui sont pas fiables du tout. Alors qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la solution? Figure-toi que je sais pas plus que les autres. Donc oui, moi, j'ai choisi de leur faire un dessin, comme tu dis. Enfin, je dirais plutôt de nous faire un dessin, parce qu'on est tous perdus dans ce grand marché des idées, et on a tous besoin de bien réfléchir à la façon dont on y fait nos courses. Et même à comment on tient notre propre étal dans ce marché des idées, parce qu'on est tous acheteurs et vendeurs d'informations. Evidence based bonne humeur. T'as vraiment un drôle de surnom. D'où ça vient? Ah, alors ça c'est à la fois très simple et un peu compliqué. C'est simple parce que ma toute première BD, elle a fuité de mon mur Facebook où je la destinais uniquement à mes contacts, à mes amis. D'ailleurs au passage, faites gaffe, quand vous mettez un truc sur internet, même si c'est visible uniquement des copains, partez du principe que ça peut se retrouver n'importe où. Bon,
Là, il se trouve que c'était une bonne idée d'avoir republié mon image en dehors de mon cercle d'amis parce que ça a beaucoup plu et que c'est ce qui m'a fait continuer. En bref, on m'a conseillé de vite créer une page Facebook pour mettre mes épisodes et puis puisque tu me demandes d'où vient le nom, quand il a fallu taper un nom, je me suis souvenu de cette expression un peu curieuse que j'avais imaginée et employée quelques temps plus tôt, un peu par hasard, evidence-based bonne humeur. Alors pourquoi ? D'abord, evidence-based en anglais, ça signifie fondé sur les preuves. On va par exemple parler d'evidence-based medicine. Et s'appuyer sur les preuves disponibles, c'est une des bases du scepticisme scientifique. Et en français, par contre, évidence n'a pas du tout le sens de preuve. C'est même le contraire, ça s'y oppose, puisque quelque chose d'évident n'a pas besoin d'être prouvé. Se fonder sur les preuves ou se fonder sur l'évidence, c'est un peu le problème qui résume tout. La question qui résume tout. Et puis j'aime beaucoup jouer sur les doubles sens et sur la contradiction, et c'en est aussi une d'avoir ajouté bonne humeur. Parce que vaudrait une bonne humeur qui aurait besoin de preuves ? Ou alors ça signifie que je suis de bonne humeur quand on me présente des preuves. C'est pas faux, mais pourtant la personne rationnelle pense ou espère ou prétend mettre de côté ses sentiments quand elle analyse un problème. Évidemment, c'est jamais tout à fait vrai, c'est même jamais vrai, parce que c'est impossible d'écarter totalement les sentiments de nos raisonnements. On n'est pas des machines, et tant mieux. Parce que je pense qu'on réfléchit bien mieux quand on est de bonne humeur. La bonne humeur, elle peut venir grâce à l'humour, qui aide beaucoup. L'humour, c'est, pour moi, un truc essentiel, et je regrette parfois qu'il n'y ait pas une religion qui en ait fait une valeur primordiale. Je suis pas bien sûr de ce que ça aurait donné et de la façon dont ça aurait transformé toute l'histoire de l'humanité, mais au moins, on rigolerait bien, quoi. Ça aurait forcément été mieux, puisque l'humour, c'est essentiel. Est-ce qu'il y a des sujets que tu refuses d'aborder ? Oui, il y a des sujets que je refuse d'aborder. Comme quoi, par exemple ? Non, sinon ça voudrait dire que je refuse pas de les aborder, si j'en parlais. Sans compter qu'il me surveille. Qui ça ? Le petit point rouge. Il apparaît dès que je m'apprête à parler de ce que j'ai vu un soir de 1980. Enfin, peu importe. Mais à part ça, non, je m'interdis rien de particulier. C'est juste qu'il faut que j'ai l'envie d'en parler et surtout que j'ai trouvé une façon appropriée d'en parler. C'est pas toujours simple, c'est peut-être même impossible sur certains sujets, à certains moments. Donc bon, on verra. Est-ce qu'on va te retrouver un jour dans un album de bande dessinée ? Oui, un jour, j'espère bien qu'on retrouvera un album de bande dessinée EBBH. Bientôt non, parce que je n'ai pas entrepris de démarche en ce sens pour l'instant. Et il n'y a aucun éditeur qui s'est roulé par terre devant chez moi pour me supplier de le laisser m'éditer. Enfin, jusque-là, bon, on sait jamais. De toute façon, je vais m'occuper de ça en 2021 parce que j'aimerais vraiment bien sortir effectivement un recueil, mais plus qu'un recueil, quelque chose d'enrichi. Voilà. Tiens, en fait, est-ce que tu es déjà allé à l'école, toi ? Oui, je suis allé à l'école. Il y a des épisodes de BBH qui ont été utilisés par des profs, un certain nombre, qui m'ont fait des retours très positifs, très intéressants. Ce qui me fait particulièrement plaisir, c'est que ça allait vraiment de l'école élémentaire, à partir de 8-9 ans, jusqu'à l'université, y compris en support de cours, de réflexion, en philosophie des sciences, ou dans ce genre de matière. Donc c'est très satisfaisant. Et puis pour les plus jeunes, il y a les 24 épisodes de la série C'est comme ça les enfants. Les épisodes sont de difficulté un petit peu variables, donc c'est vraiment encore aux enseignants qui souhaitent les utiliser de faire le tri et de déterminer comment ils vont les utiliser en classe pour faire discuter autour. Du coup j'aimerais bien revenir dessus pour proposer quelque chose d'un peu plus progressif et puis peut-être mieux cadré, mieux hiérarchisé pour aider un petit peu les profs qui veulent, les enseignants qui veulent l'utiliser. Voilà, je suis en train d'y réfléchir. C'est quoi ton sophisme préféré ? C'est le faux dilemme. Parce que quand on l'utilise pour rire, ça peut être très drôle, et puis les faux dilemmes, ils sont plutôt faciles à détecter en général. D'ailleurs, c'est peut-être un des premiers qu'on rencontre dans sa vie, le classique et regrettable « tu préfères ton père ou ta mère ?»
Mais bon, tu adores la vanille ou tu adores le chocolat? Enfin bon, le faux dilemme, ça consiste à te proposer deux choix comme si c'était les seuls possibles. Ta saison préférée, c'est l'été ou c'est l'hiver? Eh ben, figure-toi que je peux aussi préférer l'automne, ou même aimer autant l'été que l'hiver. Ça, c'est le cas simple. Ça peut aller un cran plus loin et consister en fait à ne te laisser aucun choix. Il suffit qu'une des deux options soit inacceptable, qu'elle soit bête, qu'elle soit honteuse. Par exemple, tiens, dis-moi, t'es plutôt amoureux de Léa ou de Madame Mangetruite, la prof de sport? Eh ben bon, je connais pas cette brave Madame Mangetruite, certainement très sympathique, mais je soupçonne qu'il vaudrait mieux répondre Léa. Là. Et d'ailleurs, cette question ne fait pas que réduire tes choix et t'obliger à déclarer ta flamme à Léa. Répondre te fait d'office admettre une prémisse que tu es amoureux de quelqu'un. Te faire accepter autre chose en te faisant répondre à une question, on appelle ça le plurium interrogatium. On appelle ça le plurium interrogationum. J'espère que je le prononce bien. Oui, il y a plein d'arguments fallacieux qui ont des noms latins. Tu l'auras remarqué. Alors, en général, il y a un autre nom en français plus rigolo et plus sympa. Celui-là, on l'appelle aussi l'effet gigogne. Attention, ne pas confondre avec l'effet cigogne, c'est autre chose. La gigogne, c'est comme ça qu'on appelle des objets qui vont s'emboîter les uns dans les autres, comme des poupées russes. Donc ici, l'effet gigogne, c'est qu'en fait, la question qui est posée encapsule, encastre plusieurs informations et que répondre à cette question t'oblige déjà à admettre quelque chose. Ah, je vois. Au fait, BBH, est-ce que t'as arrêté de manger des enfants? Bah voilà, t'as compris le principe de l'effet gigogne. Que je te réponde oui ou non, je vais devoir t'avouer que j'ai déjà mangé des enfants. Alors que en réalité, bah moi je déteste ça, quoi. Ils ont toujours tout plein de jouets qui traînent dans les poches, qui restent coincés entre les dents. Franchement, c'est l'horreur. Allez, tu me dessines un mouton? Ouh là, mais attention, petit prince, le mouton de 2020 n'a plus rien à voir avec l'Ovidé qu'on connaît. Pour te croquer un mouton de 2020, moi je te ferai un bonhomme qui regarde sa télé avec les yeux bien grands ouverts et qui répète « D'accord, d'accord, oui, d'accord, d'accord ». Le mouton de 2020, il serait dénué de tout esprit critique et complètement soumis à un mystérieux berger qu'on appelle en général « il » au pluriel. Mais en fait, quand une personne te traite de mouton, c'est pas sur toi que ça nous apprend quelque chose, c'est sur elle. Elle croit que tu es tout manipulé, contrairement à elle qui voit clair. Surtout, elle tient absolument à te le dire, ou enfin, à se le dire peut-être. En tout cas, on peut imaginer que son objectif n'est pas de débattre et n'est pas non plus de t'informer, sinon elle utiliserait des vrais arguments plutôt qu'une attaque ad hominem, on revient au latin, une attaque ad hominem, c'est-à-dire une attaque qui vise ta personne. Mais il n'y a aucun argument ici. Ce qu'elle avance, ça peut pas être confirmé, ça peut pas être contredit. C'est une sorte de cri qui sera souvent suivi d'un « mais réveille-toi !» Ce qui aurait au moins un peu d'intérêt si on pouvait régler l'heure. Ce serait pratique. Mais là, en général, ça sert pas à grand-chose. Ok, dernière question. Est-ce que tu es plus fier d'avoir lancé la carrière de Clément ou d'avoir achevé celle de Julien Lepers? Ah ben oui, je suis extrêmement fier d'avoir lancé la carrière de Clément. C'est un petit jeune qui a vraiment beaucoup de talent et un succès qui est très mérité. Et d'ailleurs, je suis pas du tout jaloux que ce gamin, il m'ait si vite fait de l'ombre. Bon, évidemment, je souhaite qu'en 2021, ce soit l'année de sa révélation, et puis qu'il cartonne en faisant des millions de vues sur YouTube, à la télé. Et puis si possible, que ce soit l'année où il réussira enfin à régler tous ces petits problèmes. Parce que, bon, après tout, il y a plein de gens qui ont fait pipi au lit un peu plus longtemps que la moyenne. Et bon, enfin, puis c'est pas drôle, quoi. C'est pas grave, mais c'est pas drôle. Bon, après, c'est pas non plus super étonnant vu tout ce qu'il boit avant de se coucher. Enfin, il paraîtrait qu'il n'y a pas non plus tant d'eau que ça dans ce qu'il avale, mais bon, enfin, bon, c'est difficile pour lui. Il en est venu à truquer tous ses spectacles pour assurer le show. Et qui peut se vanter d'être complètement honnête tout le temps Enfin bon, qu'est-ce que je disais? Oui, il est formidable, il est bourré de talent et je lui souhaite le meilleur. Concernant Julien Lepers, donc en fait j'avais fait un épisode pour être sérieux
un épisode qui mettait en scène Julien Lepers dans une sorte de question pour un champion sur la chimie. Et Clément a animé l'épisode et a réussi à obtenir que le vrai Julien Lepers double son propre personnage dans cette animation. Et donc j'en suis extrêmement fier, content et reconnaissant à Clément qui a vraiment fait de la magie là sur ce coup-là. Donc super. Merci Clément et te bile pas pour le pipi au lit. Eh oui, Clément, c'est vraiment un magicien. Mais dans le genre, faut reconnaître que t'es pas mal non plus, hein. Un dessin, une blague, un sourire, et pof, tu fais apparaître une pensée critique dans l'esprit des gens qui te lisent. Et voilà, cette interview confinée est terminée. Un grand merci à toi et à ton papa Romain pour son implication et sa gentillesse.